un petit contexte pour commencer. Donc pourquoi on s'intéresse aux cultures fourragères estivales, donc au niveau des essais que l'on peut mettre en place au niveau des bornes notamment. C'est vraiment le contexte changement climatique et aléas notamment de type sécheresse que l'on va trouver donc de plus en plus fréquentes et intenses notamment sur la période estivale. Donc le constat voilà, d'un trou de production au niveau des prairies, donc faible production ou arrêt de production complètement sur la période estivale. Donc objectif d'essayer de rallonger la saison de pâturage avec des cultures fourragères d'été, donc qui vont être notamment plus tolérantes au manque d'eau et qui vont continuer à croître avec des températures plus élevées. Donc l'objectif, voilà, soit de rallonger la saison de pâturage ou après d'essayer de reconstituer ces stocks. Mais voilà, sur ces fourragères estivales, on est plutôt sur des conseils de valorisation au pâturage pour minimiser les coûts, notamment dus aux aléas de réussite. On est quand même sur des aléas, notamment en termes de réussite d'implantation. Et puis après, c'est des cultures qui nécessitent quand même un minimum d'eau pour pousser. Donc là, on parle de fourragères estivales avec donc vraiment intégrées à la rotation, donc avec des dates de semis plutôt conseillées sur la mi-mai, pour essayer de profiter quand même des dernières pluies, notamment pour réussite d'implantation levée et quand même avoir un minimum de rendement. Donc là, on est sur des conseils, donc vraiment un travail du sol très fin. Donc sur des itinéraires qu'on a là, au niveau des essais, on est sur un labour, herse rotative et puis passage de rouleau avant-après semis. Donc nécessité d'avoir un sol suffisamment réchauffé, donc 12 degrés pour la majorité de ces fourragères, même jusqu'à 15 degrés au niveau de température du sol pour le teff grasse, donc ça on en discutera tout à l'heure. Donc un sol voilà, suffisamment ressuyé, mais avec quand même une humidité résiduelle suffisante pour avoir une levée rapide et homogène. Donc sur ces fourragères estivales, il y a déjà eu des essais, notamment 2019-2020 en région centre, donc surtout au niveau de la ferme expérimentale des Bordes et de l'Inrae-Nouzilly. Donc sur ces premiers essais, qui étaient plutôt voilà, des essais visée agronomique, donc voir le potentiel de production, valeur alimentaire notamment de différentes espèces fourragères estivales. On a mis en évidence des espèces qui sortaient du lot, notamment le sorgho et aussi un peu le teff grasse, donc qui vont être plutôt des espèces qui arrivent à valoriser mieux que d'autres le peu d'eau disponible sur cette période. Donc l'opportunité sur 2021 s'est présentée de continuer ces essais pour aller plus loin dans le cadre du projet donc, Cap Protéines. Donc le Cap Protéines, c'est financement plan de relance au niveau national, donc piloté sur cette partie par l'Institut de l'élevage et Arvalis. Donc plusieurs volets sur l'autonomie protéique, donc on a des essais plateformes qui sont centrés plutôt sur les légumineuses, trèfle vesse, des essais plutôt pré-multi-espèces, et donc là le troisième volet, culture fourragère estivale. Donc différents types de plateformes. Donc on a des plateformes de démonstration, c'est ce que je vais vous présenter. Donc en région centre, on en a une donc, qui est mise en place au niveau du lycée agricole de Châteauroux. Donc plateforme 2021 et plateforme remise en place cette année, en 2022. Donc sur les plateformes de démonstration, vous avez cette typologie de plan. Donc là, c'est le plan de cette année, mais vous aviez la même chose l'année dernière. Juste quelques changements au niveau des espèces. On est vraiment, voilà, là c'est des semis, donc semoirs expérimental, donc à 16,5 d'écartement. Donc semoir d'1,5 et demi, donc un aller-retour, ça fait 3 mètres ici par modalité. Donc vous avez ici des bandes de graminées C4 monoculture, les bandes de trèfle notamment, mais légumineuses. Et en croisée ici, vous avez le damier de toutes les associations possibles entre les graminées C4 et les légumineuses. Donc qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de ces plateformes? Donc on a ici de ce côté-là, cette année, donc on a un maïs qui nous sert un peu de témoin, 3 types de sorgho monocoupes pour essayer d'évaluer le potentiel de ces sorgho monocoupes par rapport à ce maïs. Donc là, on a un sorgho sucrier, on avait un sorgho PPS, sorgho mal stérile l'année dernière, et là cette année on a aussi un sorgho grain. Après vous avez 5 sorgho multicoupes. Donc on a un peu aussi notre jalon témoin qui est le piper, qui ressortait vraiment très intéressant en termes de rendement et aussi de coût d'implantation sur les premiers essais. Donc en comparaison de ce sorgho piper, donc c'est un sorgho
Sudan. Vous avez d'autres types de sorgho multicoupes, donc on a des sorgho hybrides, donc Sudan bicolore, aussi sorgho BMR ou non. Donc les sorgho BMR, c'est nervure centrale marron en traduction, et donc l'objectif c'est des variétés qui vont avoir normalement une meilleure valeur alimentaire, notamment au niveau de la digestibilité, et donc aussi les sorgho donc PPS, donc photopériode sensible. Donc là ce sont des sorgho qui ne vont pas épier, donc par rapport à la photopériode. Donc on est sur des variétés plus tardives, sans épiaison. Moa millet et teff grasse également. Donc là, à chaque fois, sur ces plateformes, on adapte bien la profondeur de semis au PMG. Donc on est sur des profondeurs plutôt 3 cm sur le sorgho monocoupe, 2 cm de profondeur là, pour les multicoupes. Et après, par contre, le teff grasse qui a un PMG de 0,4, vraiment en surface, 0,5 cm déposé. Donc là, je vais vous présenter des premiers résultats qu'on a sur la plateforme au lycée de Châteauroux. En 2021, on était sur un semis du 28 mai, donc semis plus tardif que prévu, dû aux fortes précipitations qu'on avait eues en amont, donc attente d'avoir des conditions suffisamment bonnes pour implanter et sol ressuyé. Donc voilà, sur le mois avant, on avait eu 87 mm. Derrière semis, on avait une petite période quand même de sécheresse avant de retrouver de l'eau et d'avoir quand même du coup sur l'année 2021 des conditions quand même assez favorables à ces fourragères estivales, comme aux prairies d'ailleurs, avec vraiment pas mal de précipitations. Donc voilà, sur le premier cycle des multicoupes, on a quand même eu 210 mm d'eau et on a eu des températures assez tempérées, donc pas de gros pics de chaleur comme on a pu avoir par exemple notamment en 2019. Le contexte de cette année où on a donc remis cette plateforme en place. Donc là, on a semé quand c'était possible, mais on a semé au 18 mai, donc 10 jours plus tôt cette année. Donc là, comme vous le voyez, par contre, on était sur un contexte vraiment très, très sec sur le mois précédent. On n'a eu que 13 mm. Donc ce que vous verrez aussi sur cette plateforme, des conditions d'implantation pas vraiment idéales. Donc avec toujours des mottes résiduelles au moment du semis, un sol assez sec, donc très difficile de casser les mottes. Et donc pour tout ce qui est petit PMG, teff grasse, et puis chez nous du coup les trèfles, vraiment des soucis de levée, donc avec des taux de levée quand même assez faibles. Voilà, après juste pour l'instant on est sur les 6 semaines qui suivent le semis, on est vraiment sur un contexte après en termes de cumul vraiment similaire à l'année dernière. Donc voilà, ça a le temps de changer, mais voilà, on est quand même sur des contextes un peu différents sur les 2 années. Donc je reviens donc sur les résultats de la première année. Donc l'objectif c'était vraiment de suivre le comportement agronomique. Donc on avait fait les suites taux de levée, recouvrement, rendement et valeur alimentaire donc sur plusieurs cycles pour les multicoupes, donc une coupe pour les maïs et les sorgho monocoupes. Donc sur les monocultures, on était sur des récoltes motofaucheuses. Donc c'est le graphique que je vais vous présenter là. Par contre sur les associations, on était sur des récoltes quadra. Et après avec tri par espèce, donc voilà, ce sera le graphique de droite, je vous le présenterai, mais du coup les valeurs brutes de rendement ne sont pas forcément à retenir sur ces estimations quadra, sont très éloignées voilà, des vrais rendements qu'on peut avoir à la parcelle. Donc sur la première année, donc si on regarde nos résultats nous en pur, donc on voit que sur les parties monocoupes, on va avoir des rendements entre 4,5 tonnes et un peu plus de 8 tonnes pour les meilleurs sorgho. Donc là, voilà, chez nous en tout cas, ce qui n'est peut-être pas le cas sur toutes les plateformes, on a des sorgho qui arrivent à produire plus que du maïs, même sur ces années favorables. Si on fait après quand même un screening au niveau régional et national par ailleurs, le maïs était quand même normalement au-dessus des sorgho parce qu'on était vraiment en 2021 sur une année très favorable. Par rapport à nos multicoupes, l'enseignement, c'est qu'on va quand même à chaque fois faire le plus de rendement sur la première coupe. Une des premières choses qu'on voit visuellement, donc vous avez la première coupe en foncé et en vert clair la seconde coupe. Donc là, voilà, on a des sorgho qui se tiennent, qui vont être entre 3 tonnes et 5 tonnes pour les meilleures variétés. Donc là, nous, on était vraiment sur des meilleurs rendements au niveau du sorgho Piper et du sorgho Sherkan. Voilà, sachant que si on refait un zoom sur l'ensemble des plateformes sur l'année 2021, c'est vraiment un peu notre jalon, le Piper, qui s'en sort le mieux. Et le deuxième sorgho intéressant était plutôt le sorgho Lurabo, qui est un hybride.
Voilà. Après, l'Urabo, pour l'instant, sur la première année, a nuancé plutôt au niveau des valeurs alimentaires, avec une digestibilité quand même pas forcément au top. Voilà. Donc après, sur ces résultats-là, vraiment dans les sorgho multicoups, c'est vrai qu'en termes rendement et puis coût d'implantation surtout, on est vraiment sur un optimum au niveau du sorgho au piper, qui est notre sorgho un peu historique. Donc après enseignement, des résultats assez décevants sur le millet Moa. Le Moa n'a pas fait de repousse, que ce soit au lycée agricole ou ici. Donc on a notre rendement de un peu plus de 2 tonnes sur une seule coupe. Ici, sur les légumineuses qui ont suffisamment levé et puis fait de rendement pour qu'on les récolte. Résultat décevant, les 2 légumineuses Lab et Cowpea, donc qui sont des légumineuses d'origine tropicale, donc normalement avec un bon potentiel de production, haute température et peu d'eau, s'en sortent difficilement, à peine sur 1 tonne de matière sèche. Également, niveau valeur alimentaire, assez décevant par rapport à d'autres légumineuses. Là, on est sur du 14 de MAT. Après, dans les vesses, très décevant sur la vesse commune, mais quand même des résultats intéressants en pur, en tout cas sur la vesse velue, qui va presque faire nos 5 tonnes de rendement avec une très bonne seconde coupe. Et donc là, par contre, sur les valeurs alimentaires, en termes protéines, on est plutôt sur du 20-22, donc quand même plus intéressant. Voilà. Après là, sur les valeurs alimentaires, on était sur des niveaux UF pas exceptionnels non plus. On est arrivé peut-être à du 0,7 UF nous, sur nos sorgho notamment. Et niveau MAT, on était entre 8 et 10 selon les variétés. Si on fait un petit focus sur la partie association, donc comme je vous le disais, estimation quadra, ne vous basez pas forcément sur les niveaux de rendement élevés. Je pense qu'il faut clairement faire une correction pour avoir des choses cohérentes par rapport à des rendements parcelles agriculteurs. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment de voir les différences relatives, et notamment le message clé, c'est le peu de rendement qu'on va avoir avec les légumineuses dans les associations. Donc là, vous avez toutes les graminées, et sur chaque barre, en fait, j'ai moyenné les rendements que l'on avait dans chaque damier d'association. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les légumineuses contribuent mais vraiment très peu au rendement. Donc clairement, le seul intérêt de ces légumineuses, c'était d'aller chercher de la protéine pour améliorer la qualité du fourrage, mais on ne les retrouve pas. Donc clairement, par rapport au coût d'implantation, on ne conseille pas d'implanter les légumineuses. Mais là, sur ces plateformes-là, on retrouve vraiment aussi les résultats des essais 2019 qu'on a pu avoir sur le manque de réussite de ces légumineuses en fourragère estivale, sur des semis au mois de mai. Du coup, et juste pour information, je reprécise, la vesse velue avait fait quand même des bons rendements en pur, mais dès qu'on était en association, on la retrouvait également très peu dans le mélange. Et aussi, précision quand même, sur la vesse velue, donc c'est une espèce qui est toxique au pâturage, donc dans tous les cas, valorisation fauche obligatoire. Je sais que certains l'utilisent aussi dans des métailles. On peut la mettre dans des métailles, mais pas avec une prairie sous couvert, notamment parce que c'est une vesse, contrairement à la vesse commune, qui peut faire de très bonnes repousses. Donc vous allez vous retrouver potentiellement avec des taux importants dans la prairie. C'était la petite parenthèse. Donc là, même avec des conditions climatiques vraiment assez bonnes en 2021, sur nos sorgho multicoupes, on a des 3 tonnes, des 5 tonnes. Donc on voit quand même le côté aléatoire, notamment dû aux conditions d'implantation. Il faut vraiment réussir l'implantation. On avait des taux de levée assez mitigés sur certains sorgho, dû à la qualité de l'implantation. Et donc le message clé qu'on peut avoir sur ces fourragères estivales, c'est vraiment être aussi opportuniste. Quand on en sème, soit derrière un métail ou du coup une vieille prairie que l'on veut casser, il faut vraiment être sur des espèces ou des variétés avec un coût d'implantation moindre. Et du coup les valoriser de préférence au pâturage, pareil pour être vraiment sur une réduction de coût. Donc pour les résultats 2022, où on va être, comme je vous disais, sur un contexte climatique quand même différent, on verra comment se comportent ces associations. Donc ça c'était pour la partie plateforme démonstration. Donc il y avait vraiment l'objectif surtout de regarder ces associations avec les légumineuses. Maintenant je vais laisser la parole à Carole, qui elle va vous présenter la partie plateforme acquisition. Donc comme vous l'a dit Pauline, 2 volets dans les cultures fourragères d'été, le volet démonstration qu'elle vous a présenté, et donc ici le volet acquisition.
Donc pas de légumineuses sur cette plateforme, mais exactement les mêmes graminées qu'il y a sur la plateforme démonstration. Ces graminées, ce sont lesquelles? C'est 5 sorgho multicoupes. Donc en fait 4, on a croisé les deux caractéristiques BMR, pas BMR et hybride, pas hybride. Donc ça, une fois croisé les deux critères, ça nous donne 4 variétés. Et on a une 5e variété, c'est un sorgho multicoupe PPS. On a encore dans les multicoupes, on a le teff grasse, on a le millet perlé. Donc l'année dernière, on avait seulement une variété qui n'a pas été très concluante. Elle n'était pas en pleine forme tout au long du cycle, avec des feuilles qui étaient assez jaunes, enroulées sur elles-mêmes. Et donc du coup, cette année, on a mis 2 variétés. On a remis celle de l'année dernière et on en a mis une 2e pour voir un peu si c'était un effet variétal, un effet de l'année, voir un peu ce qu'il en était. Dans la partie multicoupe, bien on n'ait pas eu de repousse l'année dernière, on a le Moa aussi. Et ensuite, on a un bloc monocoupe. Donc on retrouve le maïs, un peu comme référence. Et cette année, on a 4 sorgho monocoupes. L'année dernière, on en avait 3. Mais celui qu'on a supplémentaire cette année était présent sur les autres plateformes du réseau. Donc dans les 4 variétés monocoupes, on a un mâle stérile. Donc en fait, il va épier mais pas produire de graines. On a un typé grain, un monocoupe sucrier classique et on a un monocoupe PPS. Donc comme le multicoupe, il n'épie pas sous nos latitudes. Concernant l'itinéraire technique, donc en 2021, on avait implanté l'essai dans une parcelle donc un peu plus loin. Donc c'était derrière une prairie. Donc on a fait pâturer une première fois. Ensuite on a labouré. On a fertilisé avec 60 unités de phosphore et 90 de potasse. Ensuite on a passé un premier coup de rotatif pour enfouir tout ça. On a réapporté 80 unités d'azote. Et ensuite un passage d'herse rotative et le semis donc le 28 mai. Et ensuite on a passé un passage de rouleau pour aplanir tout ça. Et donc en 2022, on était sur un précédent MCPI, donc qu'on a récolté début mai. Ensuite, donc, on a fait un labour, un premier passage d'herse rotative, on a fertilisé, donc avec 50 unités de phosphore, 50 unités de potasse et 60 unités d'azote. Et ensuite, on a repassé un passage d'herse rotative, puis semé le 18 mai, donc au semoir expérimental. Et ensuite, également un passage de rouleau. Après, petite spécificité aussi des plateformes dites d'acquisition. Donc, comme vous l'avez vu, on a 3 répétitions. Ça nous permet après de faire des analyses de statistiques et d'être plus robuste sur les résultats qu'on communique. Et aussi, on va le voir en se baladant sur la plateforme, chaque micro-parcelle, elle est répétée 3 fois côte à côte. Ça, c'est spécifique pour les plateformes acquisition pour faire des acquisitions tout au long du premier cycle et tout au long du deuxième cycle. En fait, sur les 3 micro-parcelles, il y en a une qui nous sert à suivre le premier cycle. On va venir faire des prélèvements de petites placettes dans la micro-parcelle au stade épi 10 cm du plateau de talage, dernière feuille étalée, épiaison et floraison. Et pour chacun de ces prélèvements, on fait une analyse de la valeur alimentaire et une estimation du rendement. Et ça nous permet du coup d'avoir la cinétique sur le premier cycle. On a une micro-parcelle qui nous sert à faire le rendement classique sur le premier cycle et le deuxième cycle pour la partie multicoupe. Et on a la 3e micro-parcelle qui est récoltée en premier cycle et après on fait un suivi cinétique sur les repousses. À récolte plus 4 semaines, plus 6 semaines et plus 8 semaines. Et donc comme ça, pareil, on a la cinétique sur le deuxième cycle. On peut faire un petit point sur le teff grasse pour commencer. L'année dernière, on avait visuellement 3 à 4 fois plus de plants que ça. Et on était sur 8% de réussite par rapport à la densité semée. C'est une espèce qui a un tout petit PMG, il est de 0,4. Se met à 10 kg, ça nous fait 2500 plants au mètre carré si tout le monde lève. Une part d'explication sur la non-réussite du teff, c'est probablement la préparation du lit de semence. On a fait en fait un travail de sol sur de la terre sèche, on n'a pas cassé les mottes. Et donc du coup, le teff il s'est un peu perdu. Pour le teff grasse, on le sème en surface quand même, on relève tous les sabots du semoir. Et en fait, c'est juste le passage de rouleau qu'on fait en perpendiculaire du semis qui enterre les graines de teff grasse. Mais en fait, étant donné qu'il y avait des mottes, le teff il est descendu plus profondément que prévu et on pense que c'est une grosse partie de l'explication. Et c'est une espèce qui est intéressante, qui est testée en fait sur les bords depuis 2020. Il a été testé dans les premières démonstrations qui ont pu être mises en place ici. Et il y a eu des mesures qui ont permis de montrer qu'en fait, le teff grasse, il arrive à utiliser le moindre millimètre d'eau disponible, que ce soit de l'eau présente dans le sol ou de l'eau qui vient de la pluie.
Donc ça reste très intéressant et c'est une espèce aussi qui peut être valorisée par différentes méthodes. Le pâturage, par contre il faut intervenir avant le stade épiaison parce qu'après les animaux ils le boudent un peu. Attention aussi au pâturage au premier cycle parce que c'est une espèce du coup qui est semée en surface, donc l'enracinement il peut être faible au début, donc il peut y avoir des problèmes d'arrachage. Il peut être valorisé aussi en fourrage pour le stock. C'est une espèce qui a un fort taux de matière sèche, donc il peut même être récolté en foin. Le teff, il faut savoir qu'il remonte à épiaison tous les 30 à 40 jours. Par rapport aux semis, donc tous les multicoupes, semoirs expérimentales, 11 rangs, 17,5 d'interrang. La partie monocoupe pour les sorgho, semoirs expérimental également, mais 1 rang sur 2, donc à 35 d'interrang. Et le maïs, c'est au semoir monograine de la ferme. Et donc là, typiquement, c'est la deuxième variété de millet. Donc du coup, on n'a pas de résultat de l'année dernière pour cette variété-là. Par rapport à la variété qu'on avait l'année dernière, au moment de la levée, on avait l'impression que c'était une variété qui était plus vigoureuse. Aujourd'hui, la différence, elle se fait plus, à part peut-être l'autre variété qui est un peu plus tassée. Au pâturage, les premiers essais qui ont été menés au board, c'était une espèce qui était un peu boudée au départ par les animaux. C'était l'espèce la dernière consommée. En fait, toutes les bandes qui avaient été testées en 2019 et 2020, elles étaient mises au pâturage d'un coup. Et c'était l'espèce qui était mangée en dernière. Donc là, on arrive sur un sorgho, donc le sorgho Sherkan, donc croisement Sweden bicolore et BMR. Le taux de levée de l'année dernière, il était un peu plus important pour toutes les espèces. Et en fait, vous voyez, on a fait des rendements l'année dernière. On était à 6 tonnes au premier cycle, 1 tonne 9 au deuxième cycle. Et au premier cycle, on était sur des plantes qui faisaient 2 mètres de haut.